Un homme vêtu d'une blouse blanche se bat pour un monde meilleur. Un créateur discret qui œuvre en silence pour améliorer notre quotidien. Un homme qui a troqué sa carrière d'ingénieur pour devenir un chevalier du low-tech. Son arme, sa créativité. Son objectif, donner vie à des projets qui changent la donne. Découvrons ensemble l'histoire d'un créatif pas comme les autres. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir encore une fois parce que la première fois c'était en 2015. Oui, Donc, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter succinctement? certainement. Je suis Nicolas Trube. Je suis né en 1968, l'année révoltante, ce qui vous donne une piste pour avoir mon âge. Et après des études d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans le secteur des télécoms. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres perspectives que je voulais mettre en œuvre. Donc j'ai pris des cours du week-end en design industriel. Et puis j'ai fondé mon entreprise Stylic Force, qui est ici hébergée dans sa propre filiale, la boutique du futur, et qui invente des objets pour la vie de tous les jours, des objets low-tech, c'est du design low-tech, fabriqué en France. Je vais vous montrer le Savo Sec, c'est le plus célèbre des... C'est pas le plus célèbre, mais c'est le plus en ce moment, c'est celui qui est le plus efficace. Je dois parler là ou tu fais un peu Oui, plus, hein. bien sûr. Hein. Donc c'est le Savo Sec. Permet de garder le savon au sec, c'est cette petite pièce qui vient s'insérer dans le savon, qui existe aussi en version biosourcée amidon de maïs et fibres de bois. Et quand on le pose, miracle, au lieu d'être trempé dans son jus, le Savo Sec permet à votre savon de rester juste au-dessus de la ligne de flottaison et de ne pas fondre dans le lavabo. Mon grand succès, c'est le Baby Plane, le cadeau de naissance ultime. Je l'ai créé il y a très longtemps, ce produit a 20 ans, mais pas une ride. C'est resté une vraie valeur sûre de produit. Et ainsi que la vache à beurre, c'est la vache qui permet de garder et de faire de faire des petits filaments de beurre en grattant la vache sur le beurre. Et c'est une longue aventure puisque l'entreprise date de 1995, elle va avoir bientôt 30 ans. Et chaque jour, on crée des nouveaux produits, entre un produit de 1,2 g, un tout petit porte-savon, jusqu'à un véhicule qui peut peser 100 kg. Donc on évolue dans beaucoup de directions, trop de directions parfois, on pourrait dire, mais mon sentiment, c'est que la spécialisation pose beaucoup de problèmes et que j'aime vraiment travailler en 360, comme disent les managers d'aujourd'hui. Pour resituer un petit peu le contexte, je t'avais connu dans une bibliothèque à travers un livre que tu avais écrit, Oui, dont le titre m'avait interpellé parce que tu l'avais appelé Ma retraite à 28 ans. ouais, alors c'était À à 29 29 ans. À ans, ma 29 ans. retraite à Autant pour 29 moi. ans, ouais. Je me suis corrigé. Donc, ma Ouais. retraite à 29 ans. Est-ce que tu pourrais expliquer, en fait, pourquoi ce titre et qu'est-ce que t'expliqué et comment est-ce que, du coup, t'en es venu à écrire ce livre? C'était un titre provocateur, ma retraite à 29 ans, pour dire qu'à 29 ans, quand j'ai quitté la grande entreprise pour me consacrer à mon activité individuelle, mon activité d'entrepreneur, eh bien, j'ai pris ma retraite sur 3 caractéristiques. Quand on pense à retraite, eh bien, on gagne moins d'argent. J'ai tout de suite gagné moins d'argent que lorsque j'étais salarié confortablement ingénieur. On n'a plus de patron, évidemment. J'étais mon propre patron. Et puis, on fait exactement de son temps libre, de son temps, ce que l'on veut. C'est ça qui s'est passé exactement. Donc, on peut appeler ça une retraite. Alors, on pourrait jouer sur les mots en tant que retraite au sens classique, prendre sa retraite. Mais aussi faire une retraite, c'est se retirer d'un système qu'on désapprouve, pardon, un système qu'on désapprouve pas forcément de façon morale, mais par lequel on n'est tout simplement pas intéressé. Et on pense que on n'a qu'une vie, a priori, suivant nos hypothèses, et que faire exactement de sa vie ce qu'on a voulu qu'elle soit lorsqu'on était enfant, c'est une perspective qu'on ne devrait pas perdre de vue. Parce que tu parles du fait d'avoir aussi
eu une perspective que tu as développée en tant qu'enfant, parce que j'ai vu aussi des photos de toi de ton passé, Oui, quand tu étais enfant, et tu ouais. étais déjà dans la création, la Oui, créativité. en fait, ce que nous avons là, c'est une version agrandie de la chambre quand j'étais petit. Je n'ai jamais, j'ai toujours considéré que l'ambiance que j'avais créée dans ma chambre, qui était d'accumulation de trucs, en plus avec des petits moyens, des petits outils que m'offrait ma famille, mon parrain, du bois que j'ai récupéré un peu à l'arrache dans les grandes surfaces. Et donc j'avais une espèce d'ambiance de Fab Lab, quoi, Hmm. à 12 ans. Et j'ai considéré que c'était, même en revenant, mon regard plus tard ne jette pas un regard ridiculisant sur cette période. Je considérais que c'était vouloir faire de sa vie une version agrandie de sa chambre d'enfant n'est pas déshonorant et quelque chose de noble. Et je l'ai fait exactement. Ça donne les résultats économiques variables parce que vos petits bricolages, ils n'intéressent pas toujours tout le monde. Il y a des produits que je crée qui intéressent massivement et puis il y en a qui intéressent personne. Euh, mais je trouve que cette perspective, cet environnement de créer un- quelque chose qui ressemble à la chambre que j'avais quand j'étais ado ou enfant est une perspective que je trouve géniale, en fait, quelque part. Et alors, c'est marrant on parle de là, de l'enfance, tes perspectives ou tes aspirations quand tu étais un petit peu plus jeune. Donc, ce que tu voyais, ce que tu percevais, toi, de ton avenir aussi, d'une certaine manière, ou ce qu'aurait dû Oui, être ou ce que devait être ta vie. Pourquoi je te parle de ça et pourquoi je fais ce lien? Parce que très souvent, tu vois, moi, j'ai gardé mon côté enfant, enfin, une partie de mon enfance, avec certaines qualités qu'on retrouve très souvent chez les enfants, comme la curiosité, la créativité, et c'est une des raisons qui m'a amené à quitter le salariat, parce que je trouvais qu'en tant que consultant, donc moi j'étais consultant dans les ressources humaines, à la défense, c'est parce qu'on a créé de mieux dans l'histoire de l'humanité, la défense. en termes d'environnement et de paysage. Oui, 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 C'est un style, comme oui, disait l'autre, c'est c'est un un style, style. ouais. Et parce que j'avais l'impression d'être bridé et de me brimer aussi en termes de créativité, parce que je devais respecter un cahier des charges qui avait été formalisé par quelqu'un d'autre. Et le fait d'une certaine manière, de revenir vers l'entrepreneuriat pour être dans cette création, la créativité, etc., bah, d'une certaine manière, tu vois, c'est comme si je renouais un petit peu avec mon enfant intérieur, Des fondamentaux, oui. entre Nous sommes guillemets, quoi. d'accord, ouais. Donc, est-ce que d'une certaine façon, le fait d'avoir fait un choix en 1995 en disant je fais une croix sur une vie plutôt confortable, est-ce que c'était pas le fait de revenir à quelque chose de plus aligné avec une partie de toi que... C'était évidemment un phénomène d'alignement. J'étais pendant ces 3 ans et demi d'expérience professionnelle dans une filiale d'une entreprise cotée en bourse, on peut le dire maintenant, parce qu'il y a prescription, c'était une filiale de Matra, Ericsson, Hachette, enfin, toute cette ligne d'industrie-là. J'étais traversé par des sentiments divers, notamment un peu le sentiment d'être un imposteur. Je trouvais que je faisais pas du très bon travail. Ce qui a été vrai au début, j'étais vraiment nul. J'étais vraiment nul, surtout quand j'étais dans la partie technique. C'était des gros logiciels suédois, quoi. Personne ne savait comment marchait tout ce truc-là. C'était très obscur. Puis c'était déjà vintage hein, comme machine. Hein. C'était des gros machins. Et puis, progressivement, je suis devenu assez bon à l'insu de mon plein gré. Et c'est ça qui m'a inquiété. C'est-à-dire, après un refus, vraiment un refus de saut, quoi, j'ai fini par développer une capacité d'adaptation à la grande entreprise, qui fait que j'étais en train de devenir un jeune cadre fringant qui prenait l'avion, qui avait des notes de frais, qui invitait les clients. En plus, c'était international, je maîtrisais bien l'anglais. Enfin, il y avait finalement pas mal d'éléments qui s'étaient affichés. J'avais finalement pris un jeu de rôle, je jouais au cadre. Et, mais ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Pendant mes études supérieures, j'ai joué au bon élève et j'ai fini par devenir un assez bon élève. Quand j'étais à l'armée, fini par devenir un assez bon officier. J'ai cette capacité d'adaptation que je trouve dangereuse. Parce que capacité d'adaptation, c'est quand on s'adapte à l'environnement qui est autour de soi. Puis si déconne globalement, ben, on suit, on coule avec le navire. Donc voilà, j'ai été traversé de différents sentiments
et à la fois des troubles, hein, parce que je voyais bien que ce qui m'intéressait, c'était quand je sortais du boulot, j'allais au magasin de bricolage acheter des vis pour un truc que je faisais dans mon studio. Donc on voyait bien que tout ça, c'était spécial, quoi, hein. Produire, enfin, transformer la matière, obtenir un objet nouveau auquel d'autres n'ont pas pensé, qui puisse servir, et puis le soumettre, et la magie terrifiante du libre choix. C'est-à-dire que moi, vraiment, je fais des choses, si ça intéresse les gens, ils l'achètent, si ça intéresse, ils les achètent pas. C'est pas comme un forfait téléphonique qu'ils sont obligés d'avoir, quoi. Quelque chose d'autre que tu souhaiterais nous montrer, nous partager? Pas le stagiaire. On va pas montrer le stagiaire. Alors là, on a fait toute une série sur la notion de la banlieue rouge, c'est-à-dire le communisme, français avec le décapsuleur communiste. On a voulu travailler parce que la première phrase du livre Le Capital, qui a engendré la pensée communiste, dit que toutes les formes de production aboutissent à de la marchandise. Et moi, je dis, bah oui, d'ailleurs, même le logo du communisme est une marchandise. En fait, je veux prouver la domination de l'économie de marché sur toutes les idéologies. Et donc, alors j'aime bien cette collection parce que elle va regrouper dans ses acheteurs à la fois les pros et les anti-communistes. Certains y verront vraiment un objet qui matérialise l'idéologie auquel ils croient. D'autres vont pouvoir se moquer du communisme, mais ils vont le faire sur le même objet. Or, je pense qu'une des missions du designer, outre faire des objets qui soient beaux, utiles et pas chers, c'est d'unifier la société. Par exemple, le designer de la 2 chevaux, le designer du stylo bic, ou le designer de grands objets iconiques du XXe siècle, sont des unificateurs de société, parce que tout le monde, de toute situation sociale, peut se retrouver autour du produit. Et c'est ça qui me plaît. Je pense qu'il y a, en ce moment, en Occident et en France en particulier, beaucoup de facteurs de division. Et je trouve que trop de sujets clivent. Et moi, je veux unir la société autour d'idées fortes et drôles. Et parfois, j'y arrive. Je suis brinque-ballé par les envies de la communauté humaine. Et je trouve que c'est très dur, ça fait des ascenseurs émotionnels dans tous les sens. Il y a des moments où je suis le roi du monde parce que j'ai vendu pas mal de mes produits sur une période. Et donc j'ai à la fois la validation économique, j'ai réussi à convaincre les gens, je trouve ça génial. Et puis d'autres périodes qui sont plus difficiles où le doute est permanent. Le doute ne me quitte pas depuis que j'ai commencé cette histoire. Je n'ai jamais su m'en défaire, mais c'est ce qui fait que je retrouve à chaque fois la fraîcheur et une volonté de créer. Et c'est ça qui me tient vraiment à ce job. Tu es dans une démarche parce que tu doutes, parce que tu es face aussi à l'incertain peut-être. Je suis vraiment face à l'incertitude complète. Je ne sais pas comment va se dérouler. Je sais à peu près comment va se dérouler ma journée, mais il y a tellement de signaux aléatoires qui apparaissent que c'est presque une gageure. Et puis mais le plus gros signal aléatoire, c'est moi-même. C'est-à-dire que je suis capable de laisser tomber complètement un sujet sur lequel j'étais en train de travailler parce que j'ai l'idée qu'il faut que j'explore cette piste ou cette direction. C'est arrivé encore aujourd'hui vers 13 heures. J'ai rouvert un dossier, puis j'ai redessiné une pièce que j'ai envoyée à mon fournisseur en disant c'est ça, parce que je travaille par inspiration. Si vous voulez, mon cerveau ne s'engage pas comme ça à la demande. Je n'arrive pas à lui faire violence. Je suis obligé de le piéger par l'intérêt des sujets que je lui donne. Et j'engage, et donc je collectionne, j'ai permanence de listes sur mes notes, de listes de sujets que je dois aborder, et puis je les lis, et je vais faire celui qui m'intéresse faire de plus à ce moment-là. Ce qui est gravissime. Du point de vue de la gestion d'entreprise, c'est gravissime. Vous avez à faire votre compta, et puis non, il faut que j'ai pensé à faire cette génération d'images là. Bon, il faut que je le fasse absolument. Et donc je le fais au moment où ça m'intéresse, où j'ai l'humeur pour le faire.
C'est gravissime et à la fois c'est comme ça qu'il faudrait travailler. Ah, mais tu es dans une démarche de création continue, là. En tout cas, d'engager mon esprit sur ce qui me motive au moment où j'en parle. En principe, ça peut bien se passer. Il y a des moments où on est plus à vouloir réorganiser son atelier, à des moments où on va plus gérer, des moments où on doit vraiment faire la création pure, ou alors on a noté quelques contraintes, par exemple sur le cyclospace, c'est un véhicule que je fabrique, le 4 places le plus léger du monde, hein, puisqu'il fait moins de 100 kg pour porter 4 personnes, avec un toit, un panneau solaire, motorisation, enfin c'est vraiment très optimisé. Là, je note, par exemple, j'étais ce matin à l'atelier, j'ai noté quelques éléments à redessiner. Je les redessine tout de suite. Donc là, je suis aux ordres de mon propre cahier des charges. Mais je suis très inspiré. Ça n'est pas un saut métier que de répondre à des contraintes. C'est pas toujours la création débridée. Parfois, c'est vraiment, je dois absolument résoudre cette question de structure, mais je veux le faire de la façon la plus subtile, plaisante, intéressante, optimale possible. Et avec en arrière-fond cette angoisse, est-ce que j'ai est-ce que j'ai l'intelligence de ma créativité? C'est terrible ça. C'est ça mon vrai doute. C'est parce que je plein d'idées, machin, on va faire ça, ça. Mais est-ce que j'ai le CPU, si tu veux, qui va permettre de résoudre le problème, hein. Et ça, c'est aussi une source d'intérêt, d'inquiétude, de savoir si est-ce que j'ai l'intelligence de ma créativité. C'est intéressant ce que tu dis. L'intelligence de ma créativité, c'est ce qui t'amène à finalement à avoir tout le temps le cerveau en ébullition d'une certaine manière et de finalement, en fait, d'identifier le quad, de pas savoir si tu as les outils ou les capacités ou les Ouais, compétences pour pouvoir mettre en avant ou en application cette idée. oui, Euh, Très souvent, tu vois, je parle de. T'as dû le voir passer sur Facebook, parce que du coup, on est sur Facebook. Et t'as très souvent dû voir aussi des publications où je parle de personnes qui sont spécialistes de tout, experts en rien, qu'on appelle des multipotentiels. oui, C'est un terme qui s'est, on va dire, démocratisé avec une vidéo TEDx d'une personne qui est américaine et qui a fait une vidéo, une conférence sur pourquoi certains ne trouvaient jamais leur vocation. oui. C'est-à-dire qu'ils se lançaient dans quelque chose et dès qu'ils estimaient avoir fait le tour de la question, hop, ils passaient Il à passait autre à autre chose. chose. Oui, oui. Donc il y a des personnes qui Je sont connais bien ce séquentielles, problème, ils, ouais. ils terminent ce qu'ils font et puis après ils passent à autre chose, mais ils vont jamais en profondeur, ils survolent toujours un petit peu les choses dès lors qu'ils ont ce sentiment de maîtriser quelque chose. Oui, Ou dès lors qu'ils ont une idée qui enthousiasme beaucoup plus oui, et qu'ils arrêtent ce qu'ils font pour oui, pouvoir mettre à oui, contribution toute oui, cette énergie créatrice oui, pour l'exécution oui. de cette tâche-là. Donc quand tu es dans cette optique, cette énergie créatrice, est-ce que finalement tu abandonnes un petit peu tout ce que tu fais pour Le, pouvoir te le, lancer le dans... monde n'existe plus, mais c'est le critère. C'est-à-dire qu'il peut se passer, si je suis absorbé par une pensée ou chose que je dois faire, il ne faut pas venir me déranger. D'ailleurs, je m'organise pour que ce soit d'arriver de faire ça à des heures tellement improbables quand je dois travailler sur ces sujets-là qu'on ne peut pas me déranger par nature. Et donc, je me mets dans les conditions d'être complètement absorbé et complètement au fait de ce que je fais. Et ça, je trouve que on recherche une sensation. On est un peu Mhm. toxico de ça, hein, faut bien le dire. C'est C'est vrai. de la dopamine ou je sais pas quoi. J'y connais pas grand-chose, mais et oui. Donc, on va passer d'un sujet à l'autre. Où est le touche-à-tout? Où est le dilettante? On peut toujours dire ça. Et parfois, le dilettante, moi, oui, je suis dilettante, je touche, je gratouille un peu ce sujet, puis je passe à autre chose, et puis un jour, tout ça se condense. Et pour ça que moi, je fabrique des produits. C'est-à-dire que sur un produit qui est grand comme ça, il y aura eu un peu de tout ça à la fois qui va se condenser à un moment. Et il n'y aura même pas de process pour la création. Le projet va arriver absolument défini. Euh, le proverbe là, pour trouver sans chercher, il faut alors longtemps chercher sans trouver, quoi. C'est-à-dire que toutes ces petites expériences de bricolage et tout ça va m'apporter à un moment, ça va se condenser, m'apporter une solution évidente avec tout. Et puis en 24 heures, le produit,
défini, envoyé, packagé, le nom chez tout. Enfin, c'est parfait, quoi. Donc, mais il faut supporter ces atermoiements, ces changements. C'est pour ça que je travaille de façon assez solitaire. Quelqu'un qui bossera avec moi, il deviendra complètement dingue, quoi. Il dit, mais t'as fait quoi là? Ben non, je n'ai pas du tout fait ce qu'on avait prévu de faire. Je suis passé sur autre chose. Donc, je n'ai pas à faire subir à qui que ce soit ce comportement. Je l'assume et oui, de temps à autre, je trouve des trucs que personne ne trouve. Et ça, et de façon très optimale, hein. Moi, je ne suis pas dans la surtech, hein. On rajoute une couche logicielle, une couche matérielle. Je veux l'épure des choses. Je veux l'objet le plus simple possible pour la fonction. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour réconcilier, vous savez, les fins les problèmes de fin du monde et les problèmes de fin de mois. On n'y va pas en entassant les solutions, on y va en cherchant l'essentiel, le truc très bête qui fonctionne très bien. Et ça, c'est l'objet de toute une vie. C'est passionnant. Tu parles de fin du monde et de fin de mois. Comment est-ce que tu arrives à concilier la création avec les préoccupations environnantes de notre époque actuellement? On va dire des préoccupations environnementales pour Ouais, mettre tout par ça. exemple. Oui. Euh, je crois qu'on a ces Jean Covici, là, expert de l'énergie, qui dit ça, qu'on a vraiment besoin de jus de cerveau. Euh, je vois bien que je vois bien que ce sujet me passionne. Euh, alors, je suis un petit peu embêté par le narratif climatique et environnemental qui est maintenant, parce qu'il n'est pas très opérant sur les gens. Je le trouve pas opérant. Je pense que les gens s'en foutent, vraiment. À part quelques activistes, les gens s'en foutent, hein. Euh, et s'en foutent de façon, dans leurs gestes et dans leur comportement, ils sont dissociés. Moi, un jour, on va voir quelqu'un déclarer des choses sur notre fait, qu'il ne fallait plus prendre l'avion, et puis le lendemain, on a les photos de la même personne au bout du monde. Donc, ça ne va pas du tout. Je pense que l'approche environnementale, pour moi, elle est de dire que le défaut du monde moderne, la pollution et les dégâts environnementaux ne sont pas en première position. Ce qui est en première position, c'est la qualité existentielle de la vie. Le fait qu'on ne connaisse pas ses voisins dans une ville, le fait que les gens se croisent sans se parler, je crois que la vraie préoccupation, elle est là. Il y a une espèce de petit mensonge là sur ce qui est vraiment important, et je pense que la question de la convivialité doit être mise au centre et du plaisir de vivre doit être mise au centre. Le mensonge de la vie moderne, c'est que nonobstant les questions environnementales et les déchets monstrueux qu'ils génèrent, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, ils n'arrivent pas à produire du bonheur intérieur brut. Et ça me préoccupe beaucoup. Et c'est là où moi j'essaie d'intervenir. Ce lieu-là, quand les gens le visitent, il n'y a rien qui coûte cher, hein, ici, hein. Il n'y a que des trucs, la moitié des trucs, c'est récupéré dans la poubelle. Mais par un arrangement, on arrive à leur faire passer un bon moment, à vraiment rentrer authentiquement en interaction avec eux, leur montrer quelques réalisations. Et ça, je trouve que c'est important. Donc, pour moi, l'environnemental, c'est déjà un environnement mental qu'il faut arriver à formuler. De même, le cyclospace, la voiture dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle a une petite vertu, c'est qu'elle consomme très peu d'énergie pour tant de kilomètres. Mais elle a une grosse vertu, c'est un réseau social sur quatre roues. Hmm. Tout le monde veut pédaler avec vous, vient vous parler. Euh, je trouve que c'est vraiment super cool, ça. Ça, c'est vraiment super cool. Et que euh, moi, la promesse, pourquoi quelqu'un achèterait pour 10 000 balles, ça coûte quand même 10 000 balles dans sa version vraiment déter, avec panneaux solaires, moteur, 4 places, le cyclostas, pourquoi je dépenserais 10 000 balles? Parce que pour 10 000 euros, on peut avoir une voiture qui fait du 130, hein, qui a l'air Même les voitures sans conditionné. permis. On peut avoir des voitures sans permis. On est très en concurrence avec des voitures où on ne pédale pas. Eh ben, je dis que ben, vous verrez votre rapport au monde, qui est hautement atteint par les conditions de la vie moderne,
en sera beaucoup amélioré et ça, je pense que c'est un bon investissement. Moi, en matière de design, déjà, ce que j'aimerais, c'est que le design ne soit pas dévoyé comme il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il faut bien comprendre que le design, à la base, c'était une idée presque populiste. C'était une idée, pour les gens, c'était une idée populaire, populiste. Je ne sais pas trop quel terme est le plus empoisonné des deux, mais on se comprend. C'était le beau pour tous. Euh, C'était d'ailleurs pas des gens du peuple qui l'ont inventé, hein, c'est des bourgeois qui ont inventé le design pour le peuple. Et le siècle dernier déjà, hein, Ouais, avec c'est tout le 1929 avec le Bauhaus Bauhaus. à Ouais. Weimar, avec Gropius, Smith, Van der Ouais, c'est Rohe. gros plus, ouais, je me Et souviens plus. Ouais. donc, c'est les trois Lascars qui ont créé le Bauhaus, qui est une école incroyable, hein. Je pense que quiconque a vécu ça, c'était Et même une encore notion aujourd'hui, révolutionnaire. quand tu vois ce qu'ils ont créé et les produits qu'ils ont créés, tu as l'impression que ça date des années 70, Oui, 80. Je alors suis allé très, c'est- dans le quartier, justement. Ils ont créé aussi tout un quartier à Berlin ouais, avec des maisons modernes, hyper lumineuses à ouais. l'intérieur, spacieuses, etc. Je m'y suis baladé. Quand tu y vas, t'as pas l'impression que c'est des maisons qui datent de Il y a 1920. quelque Ouais. chose de très futuriste pour le meilleur et pour le pire. Ils ont fait quand même des sièges dans lesquels il faut pas s'asseoir parce que sinon tu as mal au dos, hein. Ils ont fait des maisons les maisons de les modèles des maisons qu'ils ont fait sont en vente libre, on peut les copier. Très peu de gens les copient à l'identique parce que on n'a pas du tout envie d'être dans un aquarium. C'est-à-dire qu'ils ont le paradoxe. C'était une force révolutionnaire, le Bauhaus. Ça se définit comme ça, sur les conditions de la vie, du meuble, du design, de l'habitation, de l'éclairage, des objets. C'était une force révolutionnaire. Ils ont voulu. Il faut bien comprendre que la plupart des fondateurs du Bauhaus avaient fait la Première Guerre mondiale, hein, puisque 1919, c'est juste après 1918, et que ils avaient été traumatisés par la guerre et considéraient que ce qui avait amené la civilisation occidentale à s'entre-déchirer, c'était les conventions bourgeoises et les vieux meubles, la naphtaline, quoi. Et ils ont dit non, 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 on va balayer tout ça. Parce que quand on aura changé les meubles rococo en meubles hyper stylés, c'est terminé. Il n'y aura plus, il y aura plus cet impact déplorable sur la mentalité des gens. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, avec cette forme, ils ont vraiment voulu faire table rase, utiliser, et ça, qui pouvait leur reprocher, ils utilisaient les moyens modernes de production pour définir cintrage du tube, travail sur le métal plié, pour faire rentrer dans l'art dans les usines et puis que des usines puissent sortir de l'art, hein. C'est la convergence entre le monde industriel et le monde esthétique formait le design. Et hélas, comme toute force révolutionnaire, il y a eu la révolution à manger ses enfants, il y a eu tout ça, tout le monde voulait avoir raison dans cette affaire, hein. Tout le monde avait sa vision de la révolution, et puis une vision parfois assez intransigeante. Et ce qu'il en reste aujourd'hui sont des œuvres très datées, à la fois qu'on peut retrouver dans l'époque contemporaine, mais qui finalement ont révélé aussi leurs faiblesses au fur et à mesure du temps, structurelles, que le style n'était pas indéterminé. Et puis, Gropius, il a dessiné une usine à chaussures avec extrêmement pur en façade, sans ornement. Finalement, c'est une tour de la défense, quoi, hein. Elle est encore aujourd'hui et existe encore aujourd'hui. Donc, ils ont aussi inventé l'enfer moderne. Ils ont aussi inventé l'enfer moderne et ça c'est vraiment vilain, mais c'est à chaque fois. À chaque fois qu'une révolution arrive, elle a des conséquences épouvantables, hein, et elle fabrique 50 ans plus tard, 50 ans après la révolution, on peut voir ce qu'il en reste, hein. Si on regarde 50 ans après la Révolution française, ben, on en doit encore avoir Louis-Philippe. Et puis, 50 ans après la Révolution sexuelle, on a quoi? MeToo. Hein, c'était quoi au début la révolution sexuelle? C'était de dire ah ben non, 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 on veut des dortoirs mixtes, hein. La première revendication de mai 68, hein, j'ai dit tout à l'heure que j'étais en mai en 68,
né en mai 68, donc je suis assez bien informé de cette période, c'était des dortoirs mixtes. Aujourd'hui, on parle maintenant, finalement, c'était pas une bonne idée et que donc toute révolution, on regarde 50 ans plus tard et on voit que maintenant, non, finalement, c'était pas ça. Et puis, de même, 50 ans après le Bauhaus, on est dans les années 80 et puis on arrive dans une période maximaliste où on veut finalement, si on veut plus cette sobriété que tu as découvert à Weimar, hein, on veut que ça pète, qu'il y ait des couleurs. Et puis, c'est ce va-et-vient là, révolutionnaire. Moi, je suis pas trop pour la révolution, je suis pour la révolte. Il y a un truc beaucoup plus intérieur, euh, beaucoup plus tactique, beaucoup plus spontané aussi, moins orchestré. Et moi, je suis un peu révolté, c'est vrai, contre la façon de consommer d'aujourd'hui. Je trouve que le dogme technologique est très prégnant. On met de la technologie parfois où il en faudrait pas. Et donc, moi, ce qui me passionne, hein, c'est le low-tech. Je veux que les choses soient intelligibles. On regarde l'objet, on comprend. Un enfant de 8 ans est capable de comprendre son fonctionnement. Et ça, c'est super. Et le fait qu'on vive dans un monde où personne ne sait comment marchent les outils qu'on a autour de nous, alors qu'ils sont super performants, pose un problème. Donc, bien sûr, il faut sucer la moelle de la technologie, mais il ne faut pas avaler l'os, quoi. Il faut vraiment comprendre euh, qu'il y a une place pour le low-tech. Il y a une place pour le low-tech, faire des choses simples, des fonctionnements simples, un peu rustiques, donc qu'on va pouvoir réparer soi-même, faire du simple, faire du simple, faire du simple, intra- intrinsèquement simple, des fonctionnements intelligibles, oui, ben voilà, c'est mon métier. T'as as une vision du design aussi, comme tu le disais, tu t'aurais voulu que le design soit beaucoup plus, on va dire, accessible au grand public. T'as Oui, commencé et c'est vrai, sur ton idée et puis oui, après. oui, j'ai un petit peu dérapé, comme d'habitude. Oui, le design, c'est un peu, ben, c'est Saint-Germain, hein, c'est Boulevard Saint-Germain. On a des showrooms de design incroyables, avec des sièges d'époque à 6 000 balles, dans lesquels on est mal assis, et on tout ça très bien. Et donc, euh, il y a une critique populiste du design, mais, alors là, on va citer une marque qui est quand même ma bête noire. Quand on regarde ce que fait Ikea, Ikea, eux, ils ont compris le Bauhaus. Ils ont dit oui, oui, mieux dessiner les choses, mieux les concevoir permet d'offrir du beau au plus grand nombre. Et cette percée d'IKEA est une lecture orthodoxe du dogme du design des années 30. Eux, ils l'ont vraiment suivi à la lettre. Ils ont vraiment fait des tables très bien structurées. Bon, il peut y avoir des problèmes de qualité à terme, et puis l'impact environnemental de tout le bois qu'ils prennent est important. En même temps, quand on est le plus gros fabricant de meubles, on est le plus gros consommateur de bois, hein. Ça va un petit peu ensemble. Mais eux, ils ont vraiment, ils font vraiment du design ils dessinent des tables qui ressemblent à des tables, quoi, hein. C'est pas que les 4 pieds, le plan, voilà. Ils ont leur grand succès, hein, sont comme ça. Donc, je trouve que c'est quasiment la seule marque qui est respecté le postulat initial. Faut savoir l'avouer que c'est les grands designers de l'époque, c'est eux. C'est des gros bâtards, hein, mais et ils servent du cheval dans les boulettes à la cantine. Et puis les gens pas Pour pas dire forcément autre chose bien aussi. traités. Ouais, ouais. Il y a vraiment il y a vraiment un contexte bah, d'une grosse boîte qui veut gagner des thunes, quoi. Mais puis il y a un vrai esprit d'analyse de la fonctionnalité. Et puis après, eux qui ont fait aboutir le projet de design dans l'époque moderne, hein, on peut y aller. On voit aussi les limites du beau pour tous, parce que le beau pour tous industrialisé, ça veut dire que vous allez chez des amis, vous avez le même meuble. On est presque dans un système communiste dans cette histoire d'uniformiser. L'uniforme
des meubles intérieurs. Je m'amusais, j'ai un copain qui était comme ça, achetait toujours dans une enseigne comme ça. Et puis je lui disais, ah oui, vraiment chez toi, on a l'impression d'être dans un catalogue Ikea. Puis j'étais un peu bâtard, je lui disais, le problème c'est que c'est le catalogue de l'année dernière. Et donc, qu'il y a un conformisme. Donc, ils ont aussi inventé le conformisme. Mais on ne peut pas à la fois dire, je veux le beau pour tous, parce que le beau pour tous, c'est forcément qu'il est industrialisé. S'il est industrialisé, ben, quand il y a une pièce, il y en a 1 million identiques et tout le monde aura la même chose. Enfin, après, il faut assumer les conséquences du dogme initial. Le beau pour tous fait qu'on a tous le même beau et et qu'on peut avoir tous le même intérieur. Donc, oui, c'est compliqué. Tu parlais du conformisme, qui est une des raisons, tu vois, quand je te parlais de ce profil atypique, donc ce atypique entre guillemets, donc ces personnes qui sont spécialistes de tout, généralistes et touche à tout, etc. Et qui ont du mal à pouvoir trouver leur propre place au sein de ce conformisme parce que bah, ça étouffe leurs aspirations, ça étouffe aussi, quand je te parlais d'enfant intérieur, c'est un terme que j'aime pas forcément utiliser parce que c'est très pris du développement personnel, Oui, oui. mais tu parlais aussi de révolte. Et moi, je te cache pas que j'ai un petit côté punk sur les bords Mhm. qui m'amène à être collé et aligné à mes propres convictions, donc forcément mes valeurs et puis la personne que je suis et que je suis devenu, etc. Mais j'ai toujours eu ce côté un petit peu révolté à ne pas rentrer dans le moule et à rejeter un peu ce conformisme qui t'oblige à penser à rentrer dans le moule et à penser d'une certaine manière. Donc si tu n'avais pas été révolté, tu penses que tu aurais continué à faire ce que tu fais actuellement? Oh, oui, parce que j'avais aucune raison technique d'abandonner ce poste qui était quand même dans lequel j'avais fini par bien réussir. Et puis surtout, j'ai pas précisé les dates, mais en fait, techniquement, après avoir créé ma boîte en 95, je suis parti en 97. En septembre 97, j'ai quitté une boîte de télécom. Qu'est-ce qui se passe? Janvier 98, libéralisation des télécoms. Ils cherchent tout le monde, tous les investissements arrivent massivement et on chasse les ingénieurs télécoms, on leur court après, je veux dire. Et donc, oui, oui, j'aurais pu avoir une grosse carrière, mais je pense que je l'ai pressenti. J'ai bien vu que ce petit sentiment de révolte que je pouvais avoir, hein, je n'étais pas déjanté, moi, j'étais pas mal poli avec mes patrons, enfin, voilà, je voulais que ça se passe bien, aurait été complètement éteint vers l'opulence dans laquelle qui aurait été engendrée par une carrière comme celle-là, bien sûr, parce que je les vois, hein, mes potes qui sont restés dans ces gros business. Bon, ils sont pieds et poings liés avec une façon de vivre qui est un petit peu folle. Donc, moi, je suis resté un bricoleur jusque dans les conditions matérielles de la création de ma vie. Je fais tous les travaux chez moi, moi-même. Ma vie est un chantier permanent parce que une partie de mon niveau de vie est fait de ma capacité à travailler pour moi directement, comme on le faisait au Moyen Âge et même jusqu'au 19e siècle, où les gens faisaient beaucoup, notamment dans les campagnes, travaillaient beaucoup pour eux, quoi. Ils aménageaient leur vie eux-mêmes. Donc oui, ce sentiment de révolte, s'il avait été moins fort, sans doute m'aurait conduit à rester là où j'étais. J'aurais été plus souvent au ski, j'aurais eu une voiture beaucoup plus neuve, j'aurais peut-être acheté des vêtements ailleurs que dans les friperies et les magasins de déstockage. Mais je vois bien que j'ai bien sûr des difficultés. Quand on crée une petite entreprise, on a forcément des difficultés. Et moi, comme je n'en fais qu'à ma tête, j'en ai eu vraiment beaucoup. Mais existentiellement, je n'ai pas de problème. Je sais à 1 000 € près quels sont mes problèmes. Je sais que je peux mettre un nombre, hein. Mon compte en banque, c'est lui euh, qui valide que je puisse continuer ou pas. Donc ça, j'ai bien compris où était ma difficulté, c'est d'intéresser le plus
gens possible à ce que je fais et que je puisse vivre de cet honnête travail. Mais passer cette angoisse, qui est quand même énorme, hein, bien sûr, parce que j'ai une petite famille, tout ça, passer cette angoisse-là, je n'ai aucun problème existentiel. C'est fou, c'est fou. J'ai vraiment dégagé cette histoire de façon claire et nette du jour au lendemain. Je ne me pose pas de questions sur mon métier. Il y a beaucoup de gens qui sont ce que j'aimerais faire, il faudrait que je change, je me réoriente. Là. Enfin, en business là, en ce moment. Mais moi, je suis réorienté depuis réorienté en usine au début, quoi. Je suis à 30 ans, tu as cité gentiment mon livre Ma retraite à 29 ans. Ben, ça veut dire qu'à 30 ans, mon orientation définitive était bonne. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est si l'aventure, mon entreprise ne marchait pas du tout, ou plus du tout, beaucoup moins bien, que je ne puisse pas continuer, je saurais faire euh, d'autres métiers. Hein. Il se fait que j'enseigne petite, à petite dose, mais je pourrais faire d'autres métiers. Mais rien de mieux. Rien ne serait aussi égal à cette folie qui consiste à définir des concepts, les fabriquer en France. J'ai un job absolument complet. C'est la tête et les jambes. Je monte parfois moi-même des pièces, je définis, je passe du labo à l'usine, au logiciel graphique, à l'intelligence artificielle, au site internet. Tout ça, ça se cale de façon très précise. Et oui, c'est ma meilleure vie. J'ai vraiment, professionnellement, je ne fantasme sur aucune vie, à part les moyens que ça donnerait, mais je ne fantasme sur aucune autre vie professionnelle. Moi, je dis souvent que quand on a un projet professionnel et l'envie de se reconvertir, c'est avant tout de se poser la question de la vie qu'on a envie d'avoir. Oui. Et plutôt que de te poser les questions du salaire, bien évidemment, donc de l'avoir, mais plutôt d'être et de faire, plutôt que d'être dans l'avoir, sans vilain jeu de mots. Oui. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec le fait que ce qui t'a amené aussi à créer ta propre boutique, ton propre business, Mhm. c'était aussi la recherche d'un style de vie avec lequel tu aurais été plus aligné, grosso modo, de manière simpliste, hein. Mon style de vie est entièrement dicté aujourd'hui par le choix professionnel que j'ai fait le 1er septembre 97. Tout en découle. Même la façon dont j'élève mes enfants. Euh, ou la façon dont je gère mon foyer à coup de bricolage. Et là, faut que j'amène une planche ce soir parce qu'il y a des travaux dans la rue. Donc, il faut qu'on bricole un truc pour pas qu'on fasse des traces de pas. Enfin, faire un petit. Enfin, en permanence, le lieu d'habitation est l'objet est un lieu d'invention aussi. Donc, toute cette façon d'être, elle est dictée, elle est chaînée, il n'y a pas de disjonction. Par exemple, je n'ai pas de comportement antagoniste. Je vis ma pensée, je pense ma vie. Ça fonctionne très très bien. C'est pas glorieux, c'est vraiment pas glorieux. Je vois en permanence des entrepreneurs qui ont bien plus de réussite techniquement que moi ou financièrement que moi, mais il y a une espèce de raccord qui se fait euh, et qui, euh, et qui me dit tous les matins que ce que je fais, et c'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas de force. Sinon, j'aurais jamais tenu le coup. Mm. J'aurais jamais tenu le coup. Je me serais fait, cette boîte m'aurait dégoûté. Il y a des moments où je suis dégoûté de ma boîte, mais ça dure un quart d'heure, et puis le lendemain, c'est terminé, quoi. Je me dis, Tu y mais repenses non. encore aujourd'hui Aujourd'hui, c'est-à-dire dégoûté de ce que je fais, à la boîte? de mon entreprise, hein. Ouais, ouais. Ah oui, il y a encore des moments, je dis, mais non, mais non, zut, alors, c'est pas comme ça, ça marche pas comme je voudrais, je pensais que ça allait beaucoup mieux marcher, zut, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, je m'énerve gentiment contre mon entreprise, mais je me retrouve une heure plus tard et puis je vois, maintenant, c'est génial, quoi.
Je conçois vraiment des choses. Je mets les pieds dans des endroits où je conçois des choses que personne d'autre veut créer. C'est cool. Et parfois, ça intéresse. Donc, je suis à fond là-dessus. Mm. À mon avis, il y a plein de gens qui doivent t'entendre et se dire ah c'est quand même cool de vivre de sa créativité, de pouvoir se dire que je me repose uniquement sur cette qualité, aptitude, compétence, appelle ça comme tu veux, là, en termes de qualité, Ouais, ta créativité qui finalement te porte et te permet de continuer à faire ce que tu fais. oui, Donc il y a plein de gens qui, à mon avis, t'écoutent et se disent ah ouais, moi aussi j'aimerais bien aussi vivre de ma créativité. oui, Ce qui fait que t'as lancé ton entreprise, mais tu as réussi à la faire perdurer depuis quand même 1995. Donc ouais, là, tu vois, ça va faire 30 ans ouais, dans ouais, l'année ouais, c'est prochaine. c'est pas mal. Donc bah ouais, c'est Mm. plutôt bien même. Et ce qui fait que t'as forcément des gens qui vont se dire bah ouais mais moi j'ai pas tes aptitudes peut-être pour pouvoir lancer un business ou vendre mes créations, mes créativités, sachant que peut-être je l'ai déjà fait auparavant mais ça m'a rien apporté, c'est juste un passe-temps, etc. Donc il y a peut-être plein de gens tu vois qui se posent la question de final bah, comment est-ce que tu as fait toi pour transformer tout ça et faire en sorte que tout ça puisse te faire vivre, tu vois Devienne l'idée. une entreprise. Mm. C'était vraiment existentiel. En fait, ça correspond à un acharnement par rapport à ma croyance dans l'économie de marché que je définis comme vraiment l'économie du libre choix, c'est-à-dire que mes clients sont libres d'acheter ce que je leur propose. Je suis très transparent sur ce que je leur propose. Les gens qui travaillent avec moi sont volontaires. Voilà, ces trois conditions, hein. Libre choix, transparence entre l'offre et la demande et collaboration volontaire. Moi, je suis très fanat de ce truc-là. C'est vraiment la liberté. C'est vraiment la liberté qui est incarnée par l'économie de marché, qui est dévoyée par le capitalisme, hein. Je fais la différence entre l'économie de marché et le capitalisme. Ça, c'est pas évident à expliquer, mais ça s'explique très bien. En particulier, moi, je suis pas fanat du fonctionnement publicitaire. J'aime bien montrer les choses et puis les gens y adhèrent ou il n'y adhèrent pas. Et je dirais que la publicité apparaît comme une corruption, corrompt un peu. On essaie de détourner l'attention du client pour lui proposer pour tel ou tel produit. Donc, pour ce qui est de cette villa, je la vois vraiment comme euh, une façon de sortir de soi-même, de matérialiser dans le monde du possible, de l'existant, des idées qu'on a dans la tête. Et moi, je reçois souvent des gens qui viennent ici, là, à la boutique. C'était encore arrivé la semaine dernière, avec une invention que je ne dévoilerai pas, là, voilà, mais qui me demandent conseil pour le processus dont tu parles, euh, euh, faire sortir, vivre de ces idées, quoi. Et là, je vois passer tout un tas de trucs. Parfois, je suis très embêté parce que le truc est nul. Ben, vraiment, j'ai ah non, faut pas qu'ils s'y mettent. Et c'est marrant parce que en regardant ce qu'apportent les gens, on voit une divergence de perception de la vie qui est quand même frappante. Euh, et qui fait que on a l'impression, on se demande si on vit dans la même planète. Parfois, les gens proposent des trucs top ou des trucs nuls, mais on n'est pas capable de le voir en attendant. En montrant leurs idées, les gens vous montrent comment ils voient la vie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça me passionne, ça. De voir quel niveau cognitif ils ont. Parfois, c'est super con, quoi. Et ils trouvent que c'est génial. Ou alors, parfois, ils sont authentiquement doués et puis ils croient pas en eux. Parfois, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de passage à l'acte. Et c'est peut-être là-dessus que tu voulais qu'on discute. Je vois souvent les gens arriver avec des idées et ils ont un problème Ils sont parfois des retraités euh, qui en général ont des petits revenus, mais bon, ont du temps et puis sont encore en bonne forme, mais qui veulent pas s'y mettre, quoi.
ils voudraient que je m'occupe de leur invention. Ça me surprend beaucoup. Ça me surprend beaucoup. Les gens, une espèce d'angoisse. Est-ce que c'est la peur de réussir ou la peur de l'échec? Je sais pas, mais je vois beaucoup de gens viennent me parler de trucs et puis ils le font jamais. Et puis ça peut durer des années, hein. Je les revois 5 ans plus tard, ils disent ah moi j'y repense. Ouais. Et il se passera pas. Moi, j'ai pas cette capacité à ne pas faire. Faut que ça se fasse dans le quart d'heure en fait. Sinon, ça me rend dingue. J'ai peut-être d'ailleurs fait un crime d'impatience quand je suis parti en 97 là, à 29 ans. Qu'est-ce que j'aurais peut-être pu attendre un peu, voir Internet se dessiner. J'aurais pu continuer à bosser un peu de mon côté, et puis essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est ça mon plus grand questionnement, mais on ne sait jamais, hein, la vie qu'on mène, elle a un impact sur sa psychologie. On peut s'endormir, puis on se réveille à 50 ans. Moi, je vois des mecs qui se réveillent à 60 balais. Ils ont toujours voulu créer des trucs, puis le tourbillon de la vie les a amenés à ne jamais faire, hein, et ils l'ont pas fait. Tu aurais un conseil pour des personnes qui voudraient se lancer, que ce soit aussi bien des jeunes générations que des retraités aussi, ou voire même des salariés? Alors, déjà, il faut qu'ils sortent de leur parano. J'ai vraiment affaire à de grands paranoïaques qui sont persuadés qu'on va leur piquer l'idée. J'ai beaucoup de mal à leur convaincre de me montrer, parce que souvent ils m'en parlent pendant 1 heure sans me dire ce que c'est. Ah, j'ai ça, oui, ouais, j'ai ça, j'ai ça. Euh, Puis je leur dis, bah non, maintenant je dis, écoutez, faites une protection intellectuelle, ce que vous voulez, un enregistrement, et venez et montrez-moi le truc, parce que sinon on va pas y arriver. Et ce qui est fou, c'est que parfois je suis la première personne à qui ils en parlent. Et je prends mon téléphone, je vais sur Google, je tape le sujet qui m'expose, et là, je leur montre. C'est ça que vous voulez faire. Je vais sur Amazon, et l'objet auquel ils ont pensé pendant des années est là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi, pourquoi ils n'ont pas ça, pourquoi ils n'ont pas percuté, pourquoi ils n'ont pas cherché si ça existait déjà? Mais tu sais que ça arrive très souvent, mais c'est pas du tout un cas isolé. La plupart des gens ne se, l'idée vient d'eux-mêmes, c'est un miracle, et ne pensent pas que des caisses d'autres personnes ont pensé au même sujet. Ça me rend dingue. Mais je te jure, ça me rend dingue. Maintenant, quand je donne des cours sur le sujet, je dis aux élèves, vous avez une idée, dans le quart d'heure, vous allez regarder. C'est dans le quart d'heure. Parce que quand on est embarqué dans son processus, c'est comme si tu regardes une étoile la nuit, là, si tu la vises vraiment, elle disparaît. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, parce qu'il y a un code mort. Euh, pour regarder une étoile, il faut regarder un petit peu à côté. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu regardes ton idée, tu as ton idée en tête. Tous les flags ou signaux qui pourraient t'indiquer que ça existe déjà, ils ne les voient pas. Et ils se retrouvent avec des trucs qui ont déjà été faits. Et puis en plus, c'est ballot parce que savoir que quelque chose a déjà été fait, on peut retravailler sur quelque chose qui a déjà été fait. Mais l'ignorer, c'est impardonnable avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Euh, et ça arrive très souvent, les gens ont vraiment ce problème Pourtant, tout le monde parle de benchmarking, de trucs comme ça, mais le truc élémentaire qui consiste à taper son idée sur Google et dire est-ce que ça existe déjà, il y a une espèce de blocage qui se fait. Ouais, est-ce que tu peux nous montrer donc ton deuxième livre? Deuxième livre, c'est Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs. Mon rêve n'est pas d'aller ailleurs. Il s'agit de parler de toutes mes aventures de création, des gens que j'ai rencontrés. Et j'explique un peu, pour revenir à ce que tu disais, à quel point le fait de bifurquer comme ça dans une vie de créateur indépendant m'a sorti des autoroutes et m'a fait aller sur des chemins de traverse et rencontrer des gens que je n'étais pas destiné normalement à rencontrer, quoi. Et ça, c'est génial. Je trouve que j'ai une espèce de sphère relationnelle complètement improbable parce que j'ai cherché sur tel sujet, j'ai rencontré, on m'a dit, est-ce que je peux vous voir? Oui, j'ai dit oui. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaie de résumer dans ce livre. Mais tu voulais parler d'un autre livre, peut-être? Est-ce que tu avais un livre que tu conseillerais pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer ou
qui serait vraiment la base. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bouquins qui sortent, mais qui sont des bouquins qui sont inspirés de bouquins, qui eux-mêmes ont été inspirés d'autres bouquins, Mais etc. c'est vrai ça, j'ai remarqué qu'il y a une espèce de chaînage d'idées sur les bouquins euh, qui me fait penser à ce que tu me dis là. Ah bah c'était déjà le cas, tu vois ça dans le processus créatif dans la musique. Ouais, Un où groupe on qui se va... copie les uns. voilà, Copiez-vous exactement. les uns les autres, quoi. Alors moi, je suis pas. Je pense que c'est important de copier ou de s'inspirer. Moi-même, le véhicule dont je parle, c'est copié d'un véhicule qui a été créé il y a bientôt un siècle, hein, qui était le vélo-car. Il s'en est produit quand même 6000 entre 1930 et 1960, d'un certain Mosché à Puteaux, près de la Défense. Et enfin, avant, la Défense, c'était juste une statue, hein, il y avait des bidonvilles. Euh, donc, je pense que retravailler sur des sujets qui ont déjà été explorés, ça c'est possible, mais je dois dire, il faut le faire vraiment avec un esprit libre et avec un ajout personnel et avec une infinie modestie vis-à-vis de ce qui a été créé. Et donc, tu aurais un Euh, bouquin à conseiller? alors, moi, ce que je veux voir, c'est des bouquins qui prennent un petit peu de distance. Euh, Il y en a un alors, qui est assez intéressant, c'est l'innovation de Jugad. Je ne sais pas si tu as entendu parler du concept du Jugad. Jugad, c'est un mot indien qui veut dire qu'on va traduire en système D et qui explique que on peut faire très souvent 90% de la fonction avec 10% du prix. Je donne un exemple. Des couveuses en Inde. Alors, on a la couveuse américaine qui coûte 100 000 dollars. Mais bon, le village, il ne peut pas se l'acheter. Il y en aura une couveuse par région pour sauver les enfants prématurés. Et en fait, ils ont créé en Inde une couveuse low-tech qui va coûter 500 dollars et qui fait 90% du boulot de l'autre, de la couveuse réglementaire, quoi. Et ça, c'est quand même cool. Et à chaque fois, il dit, voilà, tiens, on bricole, on fait un truc qui n'est pas parfait, mais on le fait avec des petits moyens et surtout avec des moyens raisonnables. Alors, euh, moyens au sens environnemental du terme, c'est-à-dire je prends des ressources raisonnables, je prélève des ressources raisonnables, et puis moyens de l'entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup de boîtes maintenant passent en Jugad, en bricolage, en mode bricolage, parce qu'ils n'ont plus les moyens de récupérer leurs investissements. Et ça c'est vraiment une leçon qui est dans ce bouquin. Alors, petite anecdote, il a été préfacé à l'époque, il est vieux, hein, il date d'il y a 10 ans, par Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, qui a fui le Japon dans une mala musique et donc qui a fait preuve pas mal de créativité, il me semble. Je pense qu'il a prouvé dans son évasion que c'était pas qui savait trouver des solutions et s'organiser. On peut Je me suis penser, étouffé quand tu m'as dit ça, tu vois. on peut penser ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut de la légitimité de son évasion, mais techniquement, tout le monde ne sait pas faire ça, quoi. Hein. Donc, il a réussi à rétablir les comptes de Nissan et il a réussi à s'évader du Japon. Ça fait deux choses, ça fait beaucoup, quoi. Un mot de la fin, peut-être, parce que... Attends. Parce que là, ça me fait bien sourire et pleurer en plus de ça, que tu me Ouais. dises ça, là, Je- je m'en suis étouffé, quoi. Bon, alors, donc, voilà, l'innovation de Jugad, honnêtement, le livre n'est pas une grande œuvre littéraire, mais permet de se sensibiliser à un concept et de décomplexer certains créateurs vis-à-vis du bricolage du système D. Vous ne pouvez pas faire les choses parfaitement, vous n'avez pas les moyens. En particulier en protection de propriété intellectuelle, modèle, brevet, marque déposée. Il y a plein de méthodes pour gagner un temps, pour bricoler dans ce domaine-là et pas se ruiner. Et il faut vraiment les utiliser parce que sinon, vous êtes ruiné par votre protection intellectuelle avant d'avoir sorti le moindre produit. Donc oui, faut savoir bricoler. Je trouve que s'intéresser à ce concept
du Jugaad, qui une fois de plus en français donne Système D. D'ailleurs, on a une revue qui s'appelle Système D. Alors, c'est Système D pour débrouille, hein, le, le- le D. C'est quand même aujourd'hui, si on ne sait pas le faire, ça va être très compliqué de démarrer sainement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver bah, ici, dans la boutique du futur qui est au-dessus de nous, à l'étage, au 18 rue Perrier à Montrouge, métro Mairie de Montrouge qui est à 300 mètres. C'est facile. On prépare toute une grande série après de créations sur le thème des Jeux olympiques. On veut être la boutique off des Jeux olympiques. Et donc en termes de graphisme, de machines, on va créer toute une expo pendant toute la période qui va commencer au mois de mai pour toute la période des Jeux et on va beaucoup rigoler autour de ce thème. Nicolas, merci beaucoup pour Merci cette interview. Jordan, c'était un plaisir. Une expo que j'ai générée qui s'appelle Barbie Design. C'est un monde alternatif de Barbie où il y a un jeu de mots entre le personnage que l'on génère dans le monde de Barbie et puis le titre de l'image. Donc on cherche à chaque fois des sujets un petit peu polémiques, un peu politiquement pas corrects. On est toujours à la limite entre le jeu de mots historique, le mauvais goût. Et en fait, mon principe, c'était de dire que Barbie étant une créature artificielle, l'intelligence artificielle n'a aucun problème à la représenter. Il y a une complète cohérence de sujet. Donc moi, j'ai plus qu'à rendre le truc drôle. Je laisse l'intelligence artificielle communiquer avec le personnage artificiel. Et moi, être humain, je chapeaute le tout avec un titre qui va créer le concept global et qui va faire que ça fonctionne.